Les futurs émetteurs des ETF Spot ont mis à jour leur formulaire S1, mais les frais doivent encore être clarifiés et on en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que vous avez passé un super week-end, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des reproches faits par consensus au fisc américain avant d'évoquer l'intérêt de Standard Chartered pour la blockchain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec Swissborg. Here comes the money. Here we go. Et comme d'habitude, le lundi, on est avec Florent de Swissborg. Salut Florent, je vois le marché au moment où on enregistre, ça pique. Vraiment, ça fait très très mal. Il y a, comme on dit, il y a du sang dans la rue. Une partie du sang, c'est le mien d'ailleurs, mais bon, passons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, là, on sait que donc la prochaine échéance vraiment importante dans l'univers des cryptos, ça va vraiment être le 2 juillet, avec notamment, soi-disant, la lancée du trading sur les ETF Ethereum Spot. Est-ce que ça va nous changer la vie ou on va rester comme ça pendant tout l'été? Salut Ben, et oui, encore une semaine dans le rouge, avec un Bitcoin qui s'approche des 60 000 $, tandis que le Nasdaq, lui, continue sur des plus hauts historiques. Un sentiment de marché toujours mitigé, de plus en plus d'incertitudes concernant la question à $1 million qui est où en est-on dans ce cycle? Est-ce que ce bull market est fini ou pas? Eh bien, comme toujours, c'est pas facile de répondre à cette question, c'est voire même impossible. La seule chose qu'on peut avoir, c'est utiliser différents outils, des outils qui peuvent être techniques avec les prix et l'analyse technique, ou encore fondamentale, mais aussi un peu de bon sens et de jugement. Et en fait, ça sera plus ou moins la convergence ou la confluence de ces éléments qui va nous permettre d'avoir une idée de où on en est dans le cycle. Donc là, quand on regarde simplement le prix, on note que nous sommes sur un niveau support important pour Bitcoin, le bas du range, et que notre ami le Bitcoin a quand même cassé une moyenne mobile à 20 semaines, une zone qui est selon moi plutôt clé. Bitcoin devrait vraiment monter un peu de force à ces niveaux-là et ne pas clôturer cette semaine encore au-dessous des 60 000 $. Sinon, selon moi, cela pourra remettre en cause le bull market du moins à court terme. Maintenant, quand on oublie les prix et qu'on se concentre sur les fondamentaux, il semblerait que le outlook reste plus ou moins bullish. Les attentes macro sont plutôt positives avec un rate cut en attente. Ensuite, on a aussi un facteur vraiment séculaire qui est que l'adoption de la crypto continue. La seule chose, moi, qui me tracasse un peu, c'est que le marché des actions technologiques, donc le Nasdaq, est hyper concentré sur quelques valeurs, comme Nvidia, et que si le vent commence à tourner sur ces différentes actions, la question que je me pose, c'est comment est-ce que Bitcoin et le marché des cryptos, plus globalement, va réagir si le Nasdaq vient corriger un peu brusquement. Encore une fois, ce ne sont que des idées et les idées changent rapidement. Vous êtes la seule personne en fait qui puisse prendre des décisions par rapport à tout ça. Maintenant, le dernier facteur à mentionner, c'est un peu le facteur émotionnel. On voit que le sentiment du marché est au plus bas et en général, quand on pense, encore une fois, c'est une décision personnelle, qu'on est dans un bull market, ben c'est souvent quand le sentiment du marché est au plus bas que représentent les opportunités d'achat les plus asymétriques. Car en fait, le marché va faire en sorte de récompenser les patients et de punir les impatients, et donc il faut être patient. Mais comme toujours, l'idée dans le marché des cryptos, c'est de survivre jusqu'au prochain bull market, c'est de survivre jusqu'à demain, et c'est jamais une mauvaise idée de prendre un peu des profits, comme on le rappelle souvent avec Ben, et surtout sur des positions très très risquées comme les altcoins au cours des derniers mois. Et voilà tout pour moi. Bonne semaine et en espérant un peu plus de vert pour la semaine prochaine pour éventuellement avoir un été un peu plus positif. Affaire à suivre. Est-ce que ça s'est souvent vu que pendant l'été, il y ait des gros pumps ou ça reste rare? J'ai crunch un peu les datas. Il semblerait que il y a pas vraiment de trend. On entend beaucoup parler de oui, l'été est très très ennuyant pour le marché des cryptos parce que tout le monde est en vacances, etc. Quand on regarde les datas, pas vraiment. On voit que le mois de septembre est le pire des mois pour la crypto en général. Mais l'été, globalement, il n'y a pas beaucoup de trend. Je pense que le cycle
domine sur la saison. Donc le cycle, on est dans un bull market, donc ça devrait être plus ou moins bullish et ça sera plus important que l'été, selon moi. Top, très clair. Bah écoute, merci beaucoup Flo. Bonne semaine à vous et on se dit donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à plus. Et on enchaîne donc directement avec la première news. La guerre des frais débute entre les ETF Ether. Alors, rappelez-vous, vendredi, les futurs émetteurs des ETF Ethereum Spot approuvés le mois dernier ont mis à jour leur formulaire S1. Il s'agit du dernier document nécessaire avant le lancement de ces nouveaux véhicules d'investissement sur les bourses américaines. Et ce sont au total 8 formulaires 19B4 qui ont reçu le tampon de la SEC le 23 mai dernier, condition préliminaire avant une mise sur le marché. Mais les derniers points à clarifier avant un véritable lancement, notamment au niveau des frais qui accompagneront les ETF Ethereum, sont proposés aux régulateurs via les formulaires S1. Alors au moment où on enregistre, on a seulement Franklin Templeton et VanEck qui ont révélé les frais qu'ils souhaitent proposer, à savoir respectivement 0,19 et 0,20%. On note que leurs frais étaient de 0,19 et de 0,25% sur leurs ETF Bitcoin. Mais bien que les frais proposés par les émetteurs doivent être publics avant le lancement des ETF, il est possible que les sociétés concernées attendent le dernier moment pour révéler leur jeu. Actuellement, Fidelity, Grayscale, Invesco Galaxy, Bitwise, 21 Shares et BlackRock n'ont donc pas encore précisé quels seraient leurs frais. Alors, on le sait, c'est un marché naissant, ce qui va laisser évidemment encore pleinement place à la compétition. Et il pourrait s'agir là d'une stratégie de leur part pour ajuster leurs frais en fonction de la concurrence. Selon les derniers documents déposés, Fidelity envisage un capital d'amorçage de 4,7 millions de dollars pour son ETF spot basé sur l'Ether à 38 dollars par action. 21 Shares de son côté a révélé un investissement de 340 739 dollars dans son ETF Ether, soit à peu près 20 000 actions. De leur côté, donc on a Franklin Templeton et Invesco Galaxy qui ont indiqué qu'ils avaient chacun reçu un investissement initial de 100 000 dollars. À noter que les investissements initiaux dans ces ETF Ethereum Spot permettent de lancer le fonds en fournissant les capitaux nécessaires pour couvrir les frais de démarrage et de gestion. De plus, ces investissements assurent une certaine liquidité initiale, rendant le fonds bien entendu plus attractif et fonctionnel aussi dès sa création. Alors, il s'agit d'une composante essentielle pour attirer d'autres investisseurs et établir une base solide sur le marché. D'autres détails ont été révélés dans ces fameux formulaires S1, notamment concernant les dangers pour les investisseurs et d'autres sujets d'ordre réglementaire. Toujours selon Eric Balkounas, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg Intelligence, ces véhicules d'investissement basés sur l'Ether devraient être lancés autour du 2 juillet. Mais selon lui, ces ETF seraient chanceux s'ils parvenaient à réunir 20% des actifs sous gestion dédiés aux ETF Bitcoin Spot, soit l'équivalent de 55,55 milliards de dollars. Découvrez le Crypto Daily NFT, la newsletter NFT numéro 1 en France. Les analyses de marché, les dernières tendances, les collections à venir. N'attendez plus, recevez dès maintenant votre dose hebdomadaire de NFT pour seulement 5 € par mois. En deuxième news, après la SEC, Consensus s'attaque au fisc américain. Alors, l'approbation des ETF Ethereum au comptant par la SEC des États-Unis, on le sait, c'est un signal fort pour le secteur des cryptos. Ça permet d'envisager une ouverture pour le reste de cette économie numérique qui était jusque-là coincée dans l'unique case des titres financiers non enregistrés. Dans le même temps, le repli de Gary Gensler indique qu'il est aussi possible de s'opposer à la politique de la crypto brûlée menée sur le territoire américain. C'est en tout cas la nouvelle dynamique visiblement adoptée par la société Consensus. La société multiplie les initiatives afin de réclamer plus de clarté juridique pour cet écosystème. Un programme mené tambour battant auquel vient de s'ajouter une nouvelle cible avec le service des impôts américains, le fameux IRS. Le sujet porte sur un projet, le formulaire, encore et toujours des formulaires, 1099 DA, visant à recevoir les règles des déclarations fiscales applicables aux courtiers dans le secteur des cryptoactifs. On rappelle que l'IRS répertorie les fournisseurs de portefeuilles non hébergés, comme MetaMask, dans la catégorie des courtiers. Consensus explique à ce sujet, je cite, « Nous devons faire écho de notre préoccupation majeure selon laquelle certains aspects de la réglementation ne tiennent pas suffisamment compte du fardeau imposé aux courtiers potentiels, qui implique actuellement des entités qui n'avaient jusque-là aucune obligation de déclaration. » Mais alors que reproche exactement Consensus à ce formulaire 1099 DA? La société explique dans sa lettre que ce document requiert des informations, je cite, trop vagues et impose un coût important en fardeau de conformité, en particulier pour un fournisseur de logiciels blockchain. Ou comment résumer en quelques mots la situation actuelle du secteur des crypto-monnaies aux États-Unis, un écosystème pris en étau entre le marteau d'une réglementation inexistante et l'enclume des amendes requises à son encontre en cas de manquement. D'autant plus si l'on considère que Consensus et les éditeurs de logiciels similaires n'ont aucune expérience institutionnelle dans la réalisation de telles activités de reporting. Pourquoi ? Alors tout simplement car ils n'ont jamais été considérés comme des intermédiaires de transactions. En conclusion, pour le secteur des cryptos aux États-Unis, rien ne va plus. Bien entendu, tout le monde espère voir les élections présidentielles apporter malgré tout une solution à ce climat délétère. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, Standard Chartered va proposer l'achat de Bitcoin et Ether à ses clients.
Alors, depuis le début de l'année 2024, Bitcoin et Ethereum ont suscité un grand intérêt de la part des investisseurs institutionnels, principalement grâce aux ETF approuvés par la SEC. Bloomberg a révélé plus tôt dans la journée que Standard Chartered, l'une des plus grandes banques mondiales, s'apprête à lancer un service d'achat et de vente de Bitcoin et d'Ether. Alors, si ce produit voit effectivement le jour, cela ferait de Standard Chartered l'une des premières banques internationales à proposer le trading au comptant des crypto-monnaies. Et selon les sources de Bloomberg, le service est sur le point d'être lancé et devrait être géré par l'entité londonienne de la banque. De plus, ces nouvelles paires d'échanges seront intégrées à la section de Forex, là où les monnaies fiduciaires sont habituellement échangées. Alors, dans un échange par email, Standard Chartered aurait déclaré dans un communiqué que ce service répondait à la demande de plusieurs de leurs clients. Je cite: « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos régulateurs pour répondre à la demande de nos clients institutionnels de trader le Bitcoin et l'Ethereum. » La banque ajoute, je cite toujours, « Notre stratégie vise à soutenir nos clients dans l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques, de l'accès et à la garde à la tokenisation et l'interopérabilité. » Alors, le fait que plusieurs clients aient demandé à avoir accès à ce service montre clairement l'attrait pour Bitcoin et Ethereum de la part des investisseurs autour du monde. Pourquoi ? Tout simplement car ces demandes concernent les actifs au comptant et non leur représentation. Cela signifie que les investisseurs sont suffisamment intéressés par ces actifs pour demander un échange au comptant et que les ETF Bitcoin Spot lancés plus tôt cette année ne suffisent pas. À noter quand même que Standard Chartered s'investit dans les crypto-monnaies depuis quelques temps maintenant. La banque détenait déjà des parts dans Zodia Custodial et Zodia Markets pour offrir des services de garde et de trading de gré à gré. Et au mois de novembre 2023, elle a aussi lancé le service blockchain Libera1. Cette dernière, elle vise à aider la tokenisation des actifs du monde réel en soutenant notamment la création d'un fonds obligataire gouvernemental en dollars singapouriens. Et comme d'habitude, avant de terminer, les news en bref. Alors, le Parlement européen propose une loi visant à affaiblir le chiffrement des messageries pour lutter contre les abus sur les enfants. Après le rejet d'un premier projet, un nouveau texte propose une modération à l'upload des messages. Un ETF Solana bientôt lancé au Canada. 3iQ lancera un ETF axé sur le token Solana qui sera nommé le QSOL. Ce produit permettra aux investisseurs canadiens de profiter des rendements de staking de Sol estimés entre 6 à 8% par an. La FCA s'attaque à une potentielle fraude crypto de 1,2 milliard. Alors la police métropolitaine du Royaume-Uni et la FCA ont arrêté 2 personnes soupçonnées de diriger une opération crypto illégale dépassant $1 milliard de livres sterling. Un rapport Chainalysis révèle la perception de la population face aux cryptos. Une enquête de Chainalysis révèle que plus de la moitié des sondés considèrent les crypto-monnaies comme une forme de monnaie valide. Cependant, la majorité les associe principalement à des activités criminelles. Les Winklevoss se font rembourser une partie de leurs dons pour Trump. Alors, on en a parlé il y a quelques jours, les jumeaux Winklevoss ont été remboursés après avoir fait un don de Bitcoin dépassant la limite légale pour la campagne de Donald Trump. Chaque don de $2 millions en Bitcoin dépassait le maximum autorisé de $844 600 par personne. Grosse news, l'administrateur de Mt. Gox a annoncé que les remboursements vont commencer à partir du début du mois de juillet. Les victimes seront remboursées en Bitcoin et en Bitcoin Cash. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous de nous écouter. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.